essais sur le cinéma qui suivent les deux essais d'ouverture, La pensée du cinéma et Qu'advient-il des choses à l'écran, ont déjà été publiés en anglais. L'écriture de chacun d'eux marque un moment où j'ai eu la nette impression de faire un pas en direction de la libération de mon imagination, ou pourrais-je dire de ma sensibilité intellectuelle. Qu'advient-il des choses à l'écran a été écrit dans les jours qui ont suivi l'achèvement du manuscrit des Voix de la raison, comme si un ange amical m'assurait que la vertu de rester fidèle à une œuvre, durant tant d'années, aurait pour récompense des fruits qui ne poussent pas, isolés dans des bois sombres et périlleux, où les chemins se perdent, mais à l'air libre, dans des vergers ensoleillés, attendant simplement qu'une main fortunée vienne les toucher. Dans la mesure où ce petit essai, écrit facilement et rapidement, poursuit en fait les réflexions ontologiques développées dans mon premier livre sur le cinéma, La projection du monde, sa parution me semblait attester le fait que les voix de la raison allaient fournir une base aux réflexions ontologiques de cet ouvrage antérieur, une base qui ne pouvait figurer dans ces pages relativement denses et peu nombreuses. Ce premier livre avait pris le risque de se soumettre fidèlement et continuellement aux exigences stylistiques d'une expression suggestive qui requiert de manière si caractéristique la vision et le souvenir des films, sans prendre le temps de s'arrêter pour demander s'il existait un style philosophique qui ferait droit à la diversité et l'intensité qui était le pain quotidien de l'expérience du cinéma. Le risque en question se manifeste assez explicitement dans ce que j'ai appelé la libération de mon imagination, donc il m'est apparu comme paradoxal que pour autant que la projection du monde ait attiré l'attention dans les années qui ont immédiatement suivi sa parution en 1971, la critique qu'on lui adressait fréquemment était que le cinéma y était compris comme réaliste, alors que mon sentiment est plutôt que ce livre, si je devais m'exprimer en une proposition simple, niait que le concept de réalisme tel que je l'avais vu développé permette seulement d'approcher la question de la relation du cinéma avec les choses du monde. Ou, disons, avec la question de ce qu'il advient des choses à l'écran, cela n'est pas moins une question, ou peut-être pas plus que la question comment le langage ordinaire, ou comme l'exprime Wittgenstein, comment la grammaire de notre langage révèle-t-il quelque sorte d'objet et quoi que ce soit. C'est une question récurrente des voix de la raison. Ce qui me frappe, comme la sensibilité intellectuelle de la pensée du cinéma, est la façon dont cet essai fait ouvertement le pas d'introduire l'autobiographie en philosophie. Évidemment, je ressentais le besoin d'une telle démarche pour donner autorité aux expériences que je revendiquais comme des révélations dans mon effort pour éveiller la philosophie et le cinéma à leur intimité réciproque. C'était comme si le genre cinématographique étudié dans À la recherche du bonheur pouvait être vu comme un laboratoire où mes prétentions sur la portée ontologique du cinéma trouvaient une manifestation. L'élaboration autobiographique de l'expérience est en effet ma contre-réponse à l'étude phénoménologique de l'expérience au moyen de ces méthodes de réduction, une alternative que je propose au sentiment de gêne que produisent en moi ces méthodes philosophiques. Le sentiment que malgré toute leur prudence, elles ne sont pas parvenues à mesurer leur propre distorsion de l'expérience, par exemple, de la croyance de la présence de ce qui est au dehors. L'autobiographie me semblait être un moyen d'éclairer la façon dont la phénoménologie met, entre parenthèses, la croyance en l'existence et le soupçon que le scepticisme fait peser sur elle, car toutes deux me frappaient comme stylisant sans aucun garde-fou la question de ma relation au monde, ou, autrement dit, comme supposant que ma relation à l'existence du monde peut être dépeinte de manière intelligible comme une thèse. Les théoriciens de la connaissance que j'ai rencontrés au cours de ma formation philosophique des années plus tard auraient pu naturellement appeler dans leur ignorance de la philosophie continentale cette existence une hypothèse. En lisant au rebours de ma rencontre, finalement, avec les recherches philosophiques de Wittgenstein, je pourrais dire que je n'ai pas ce que Husserl appelait un point de vue naturel sur le monde, mais une histoire naturelle dans le monde. Les 4 essais ultérieurs peuvent être compris comme prolongeant de diverses façons ou dans diverses directions les efforts ou les interactions
de ces deux essais initiaux. La philosophie après-demain précise, mais même si le fait n'est rendu explicite et qu'à mi-parcours, des aspects de la philosophie que je trouve invoqués dans ces comédies cinématographiques et qui sont préfigurés par les œuvres de Nietzsche et de Wittgenstein. Ensuite, l'essai cite deux anticipations littéraires majeures de la préoccupation de cette philosophie pour les obligations et les aspirations de la vie quotidienne. Je veux parler, et cela n'est en rien une surprise, des réussites toujours étonnantes de Jane Austen et de George Eliot. La suggestion est qu'il y a dans ces comédies une tonalité morale qui est relativement négligée dans les formes de théorie morale qui dominent l'enseignement de la philosophie dans les pays anglo-saxons. C'est une tonalité que j'appelle le perfectionnisme moral. Une tonalité que je trouve dans toute la pensée occidentale de Platon et Aristote, à Heidegger et Wittgenstein, mais que j'associe de manière plus intime en relation avec le cinéma, en particulier avec les films américains étudiés dans la recherche du bonheur, avec les écrits d'Emerson. Le perfectionnisme moral, dans sa forme la plus stricte, est le titre que Rawls donne dans son œuvre si marquante Théorie de la justice. À la pensée de Nietzsche, c'est donc ce qu'il refuse de considérer comme une théorie sérieuse de la morale, dans la mesure où l'argument que Rawls fournit à l'appui de sa lecture de Nietzsche est un passage où Nietzsche est massivement en dette vis-à-vis d'Emerson. Je me vois contraint, moi qui suis redevable à Emerson, de contester ce que je considère comme une erreur de lecture de ce passage de la part de Rawls. La reconnaissance du fait que la pensée d'Emerson sous-tend les récits de ce que, à la recherche du bonheur, appelle le genre des comédies du remariage, a été un autre pas décisif dans mes aventures intellectuelles, qui confirmait d'un coup à la fois la fécondité pour moi d'une étude du refoulement d'Emerson dans la philosophie américaine professionnelle et d'une étude du rôle particulier du cinéma américain dans la culture américaine comme expression de l'aspiration de cette nation particulière à une existence morale. Des Bleus à l'âme est un essai plus simple qui parle de lui-même. Il met l'accent sur la face sombre des comédies en question, mais ce point de vue, s'il ne vise pas une grande avancée théorique, invoque comme faisant partie du grain de ces comédies la texture de leur conversation. C'est ce qui explique en partie leur emprise sur un public international familier de ces films depuis des dizaines d'années, leur reconnaissance insistante des forces d'attraction contradictoires entre les sexes avec lesquels la vie morale de l'existence quotidienne doit se battre, ou, comme le dit Freud, de la tâche qu'a l'amour de négocier la lutte entre les instincts tendres et les instincts agressifs. Cela implique la question de savoir si cette lutte est la même dans tout amour, dans l'amour homosexuel comme dans l'amour hétérosexuel, dans l'amour familial comme dans l'amour tout court. Ce que le cinéma sait du bien a des motifs divers. Il marque pour moi une occasion de répondre à une question qui m'a souvent été posée. Fait-on encore des comédies du remariage? Et sinon pourquoi? Une réponse à cette question est qu'aucun genre hollywoodien ne peut plus jouer aujourd'hui le rôle que les comédies classiques du remariage ont joué au sein de la culture américaine dans son ensemble, car les films ne jouent plus le rôle qu'ils jouèrent à une époque, disons, avant que la télévision ait surpassé le cinéma comme maître du divertissement de masse. Je dois dire que de mon point de vue, l'hégémonie financière des spectacles à effets spéciaux qui mettent en scène des histoires d'extraterrestres est un effet de la mondialisation et non un prolongement de la découverte de l'Amérique par elle-même. Une autre réponse est que de nombreux films sont réalisés, des films plus petits et judicieux, qui présentent divers éléments ou divers aspects du remariage, mais ils ont tendance à mettre en scène des acteurs plus jeunes. Ces films témoignent en quelque sorte d'un retour à la structure de la comédie classique, où le récit se préoccupe de savoir si un couple au sein duquel chacun protège encore son sentiment d'innocence, face à un monde méchant, triomphera de certains obstacles extérieurs à un avenir commun, un père difficile, un malentendu. Il ne s'agit plus de savoir si, une fois qu'ils ont pris conscience de leur chemin, se séparer, que leur façon conscience que leur chemin se séparait, que leur façon de voir le monde divergeait, ils ne se retrouveront, se remettront ensemble, chacun représentant alors, au vu de leurs années d'expérience, l'autre avec qui on pourrait habiter au mieux un monde méchant.
L'absence de la structure classique du remariage m'a suggéré une absence d'hommes crédibles dans la maturité, qu'exprimaient des acteurs comme Cary Grant, Spencer Tracy et Claire Gable, des hommes qui, dans la mesure où ils avaient longtemps travaillé pour avoir un titre dans la société, telle qu'elle est, dans la ratification, pourrait-on dire, que la société leur décerne, étaient disposés à risquer cette position en suivant l'appel du désir réciproque que célèbre la comédie du remariage. Dans mon souvenir, c'est en appréhendant sous cet angle les films récents qui m'avaient fait une forte impression que j'ai vu que certains d'entre eux entreprenaient de mettre l'accent sur la vieille propension du cinéma à évoquer le transcendantal dans l'expérience, le transcendantal de l'extase, de l'horreur, du sublime, disons du mystère, du fait de l'existence du monde, d'une dimension du subjectif qui n'est pas déterminée culturellement par ce qu'on appelle notre position de sujet dans la culture, une dimension du subjectif qui offrait la promesse de rechercher ce que le perfectionnisme moral décrit comme un état prochain du moi, et peut-être de son monde, un état du moi non réalisé, mais réalisable.